Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Oui, je vous emmène à la découverte de l'obsidienne puisque c'était d'ailleurs le choix. Alors je sais plus si c'était le tien ou celui de d'autres Antasiens. Mais voilà, oui, on part à la rencontre de cette pierre volcanique qui est noire comme la nuit, qui est tranchante comme la vérité, qui est coupante et profonde, tel un miroir, mais qui va pas non seulement refléter notre apparence, mais surtout refléter ce que nous portons en nous. Donc c'est vraiment une pierre qui, sur le plan énergétique, est vraiment très intéressante. Et puis, comme à chaque fois, on va la découvrir sous toutes ses facettes, à la fois son origine géologique, son histoire, partir aussi en visite d'un lieu qui l'incarne en particulier, et puis surtout parler de ses vertus en lithothérapie et comment on peut l'utiliser. Oui, ça va être beau, ça, les enchanteurs. Alors, c'est très important parce que je peux vous dire, le plan est magnifique. Si vous voulez avoir l'intégralité du plan de notre très chère Vera, donc il suffit d'envoyer un mail, Vera, V-E-R-A, @radioantasia.fr. Et il y a Mimi, il y a Pascal qui est arrivé, il y a Sylvain aussi, on fait plein de bisous. Oui, coucou à tous, coucou Mimi. Et je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, mais on a une toute nouvelle auditrice qui vient découvrir le chat pour la toute première fois. Donc, on lui fait plein de bisous. Oui, j'ai entendu avec... alors, rappelle-moi son... La Noshka. Voilà, c'est ça. C'est très joli en plus. Coucou et bienvenue à toi. Alors moi, j'ai posé ma petite obsidienne, enfin ma petite, non, j'ai une grosse obsidienne œil céleste. Donc, je l'ai posée devant moi. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de la ressortir. Alors, je l'utilise généralement pour quand je fais des tirages de tarot, parce que l'obsidienne œil céleste, eh bien, elle est particulièrement conseillée dans tout ce qui est travaux de divination. Et il y a ce côté œil cosmique, mais il y a aussi ce côté protecteur. Voilà, donc je l'ai posé juste en face de moi. C'est trop beau. Donc comme ça, tu es vraiment connectée là. Connectée au grand. Exactement. Alors, l'obsidienne, en fait, c'est pas un cristal, c'est pas un minéral, c'est une roche volcanique. En fait, c'est comme du verre. D'ailleurs, on dit que c'est un verre volcanique. C'est en fait de la masse fondue solidifiée, et elle va se former lors d'éruptions volcaniques. En fait, la lave qui est riche en silice va refroidir si vite et si brutalement au contact de l'air froid, voire de l'eau, que les minéraux n'ont pas le temps de cristalliser. Et c'est cette absence de cristallisation qui va lui donner cette apparence liquide, figée. Parce que je ne sais pas si tu as, toi, déjà vu une obsidienne, ou si tu en as une, peut-être, Alina. Ah oui, j'en ai une. Je crois que toute bonne sorcière a une obsidienne. Si tu n'as pas d'obsidienne, il y a un problème. Déjà, ne serait-ce que par ton miroir. Ah mais oui, c'est vrai que toi, tu avais envie d'en parler d'ailleurs du coup du scrying, donc c'est bien parce que tu vas pouvoir en plus témoigner. Mais oui, je sais bien, ouais, tout à fait. Et pour ceux qui ont déjà vu une obsidienne, ce côté liquide, figé, c'est vraiment très, très marquant. Alors son nom vient du latin opsius, et c'est en fait Pline l'Ancien qui a été le premier en fait à, non pas la découvrir, mais en tous les cas la documenter lorsqu'il s'est rendu en Éthiopie. Mais c'est une pierre qui a porté énormément de noms différents. Les Grecs l'ont appelée l'Hyparaios, en référence au gisement qui se trouve sur les îles éoliennes. Et à travers l'âge, elle a porté le nom d'agate de verre, agate islandaise, verre de lave, maracanite, pierre de pois. Voilà, et aujourd'hui, évidemment, on la connaît sous ce nom d'obsidienne. Voilà, avec différents types d'obsidienne. Par exemple, l'obsidienne acajou, ou celle dont je vous parlais avant et que j'ai devant moi, donc l'obsidienne œil céleste. Il y a aussi l'obsidienne flocon de neige qui est mouchetée de blanc, l'obsidienne dorée, argentée, larme d'Apache, enfin, il y en a énormément. Selon justement les caractéristiques apportées par leur terroir, puisqu'en fait, on va trouver l'obsidienne un peu dans toutes les régions volcaniques du monde, mais les grands, ou plutôt on va dire les gisements les plus productifs, les plus importants, on va les retrouver au Mexique et aux États-Unis. Voilà. Mais c'est pas là que je vais vous emmener, en plus, en balade. Mais en tous les cas, c'est là qu'on va en retrouver énormément.
Et donc, pour compléter sa carte d'identité, l'obsidienne, c'est une pierre qui a une dureté de 5 à 5,5 sur l'échelle de Mohs dont je vous parle à chaque fois. Donc, c'est une pierre qui est assez tendre et donc assez fragile. Donc, il faut vraiment éviter de la choquer. Donc, si vous avez plusieurs pierres, hein, moi, ça m'est déjà arrivé malheureusement, il faut éviter de la mettre en fait dans le même pochon avec d'autres pierres parce que du coup, elle va se rayer très, très, très facilement. Et c'est ce qui fait aussi du coup qu'elle a été beaucoup utilisée lorsqu'elle a été découverte par les premiers hommes parce que quand elle casse, elle va en fait produire des fragments très tranchants, très fins et donc ça permet vraiment de l'utiliser pour des choses de précision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'utilise encore pour justement de la microchirurgie, puisque en fait, l'obsidienne est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pure, beaucoup plus tranchante, beaucoup plus stable aussi, par exemple, que l'acier qui va pouvoir s'émousser dans le temps. Vous pouvez regarder s'il y en a que ça intéresse sur Internet. Il existe en fait des visuels comme ça où ils comparent justement une lame d'acier, une lame d'obsidienne et on voit bien effectivement en termes de régularité que l'obsidienne c'est assez hallucinant comme c'est vraiment pur et lisse. Voilà, voilà. Et voilà ce que je peux dire peut-être pour conclure sur ses caractéristiques et son origine. En fait, on dit que l'obsidienne, c'est vraiment un paradoxe minéral parce que c'est une pierre qui naît de la vitesse, mais qui invite à la lenteur. Et ça, je trouve que cette formule, elle est vraiment très, très parlante. Et on va retrouver justement ces aspects-là quand on va aborder ses usages et ses bienfaits en lithothérapie. Eh ben, Voilà. Alors, est-ce que tu as entendu, parce que je sais dans l'univers EsoWitch, l'obsidienne, en fait, souvent n'est pas montrée. Quand on l'utilise dans notre pratique, on évite de la montrer, quand je dis la montrer, c'est prendre des photos d'elle, etc. Généralement, on la met aussi dans un coin sombre. Mm-hmm. T'as eu ça aussi dans tes recherches? Alors, j'en ai déjà entendu parler parce que il y a la notion en fait comment dire, de ce qu'elle va renfermer, de ce qu'elle va capter. Et puis alors par rapport au coin sombre, alors je sais qu'elle est souvent en fait recommandée pour la placer à l'entrée, puisqu'en fait elle va arrêter les énergies non souhaitées, voilà, à l'entrée par exemple d'une pièce ou d'une habitation. D'accord, ça tu vois, par contre je ne savais pas. Alors Mais tu vas voir qu'il y a plein d'usages, ouais. Ouais, bah ça promet. Moi je l'utilise essentiellement pour le miroir noir et c'est vrai que c'est très très, enfin on le lit souvent, on échange beaucoup avec le praticien, on évite de mettre un miroir noir en pleine lumière. On ne prend pas en photo son miroir noir, on évite le plus possible. Et donc aussi, on protège son miroir noir, généralement avec un tissu noir, de préférence, que l'on peut mettre après dans un placard, voilà, quelque part, donc quelque chose de sombre en fait. Hein. Et du coup, ça permet de conserver. Ouais. Ah oui, de contenir, voilà, ouais. c'est ça. De contenir déjà les énergies qu'on a mis en lumière sur ce miroir, parce qu'il y a tout un travail pour la création du miroir noir derrière. C'est pas simplement je prends un miroir et puis c'est tout. Il y a tout un travail derrière de fond et de forme. Et puis après coup, quand on se connecte, il y a des choses qui se passent avec son miroir. Et donc, si effectivement on le met à la lumière du jour, on peut alors suivant les croyances, attention, moi j'ai encore jamais eu l'occasion de le vivre, mais suivant les croyances, certains disent qu'on peut voir effectivement certaines choses se libérer à travers certains travaux que tu peux émettre, comme si en fin de compte l'objet conservait quelque chose à l'intérieur de lui. Oui. Tu vois ? Oui, tout à fait. Et même, alors après, de manière c'est mystérieux. plus pratico-pratique, il faut vraiment éviter en fait la lumière directe du soleil parce que c'est une pierre qui est fragile et tendre, comme je le disais avant, et en fait le soleil peut chauffer la pierre et peut créer des micro-fissures. Hein. Donc il y a aussi, si tu veux, je pense qu'il y a toujours un peu aussi une origine, parfois un peu rationnelle au départ, et puis après il y a d'autres aspects. Mais tu vas nous en parler parce que justement, évidemment, on va parler de la pratique divinatoire du scrolling. D'ailleurs, si on part, on va dire, dans l'histoire de la pierre,
Au départ, alors c'est une pierre qui évidemment connue depuis et utilisée depuis le début de l'humanité, et c'est vrai que les premiers hommes vont tout de suite en fait l'utiliser comme finalement un des premiers matériaux technologiques de l'humanité, avec justement sa capacité à créer des éclats extrêmement coupants, extrêmement fins. Donc ça va en faire une ressource très intéressante pour pouvoir fabriquer des pointes de flèches, des couteaux, des grattoirs, mais aussi les premiers outils chirurgicaux rudimentaires. Et on sait que même avant que les hommes ne soient sédentarisés, on a déjà retrouvé en fait des lames d'obsidienne sur des centaines de kilomètres, ce qui prouve bien qu'il y avait en fait des échanges déjà à l'époque du paléolithique, parce que c'était une ressource vraiment très intéressante pour les premiers groupes nomades. Et ensuite, c'est seulement à l'Antiquité que, notamment en Mésopotamie, en Égypte, dans le bassin méditerranéen, alors on va toujours l'utiliser comme, je dirais, comme outil, comme arme, mais c'est là qu'elle va commencer en fait à avoir une dimension plus sacrée. Et d'ailleurs, les prêtres égyptiens pensaient qu'elle était justement capable d'accompagner l'âme dans la mort. Peut-être parce que sa surface noire évoque justement ce voile entre les mondes. Et les Grecs, les Romains la polissaient déjà pour en faire des miroirs sombres. Voilà, donc c'est très très ancien. Donc l'outil que tu as chez toi, Lina, il faut imaginer que en fait, les hommes l'utilisent depuis des millénaires dans cette utilisation-là. Donc c'est fou, quoi. C'est d'autant plus fascinant et mystérieux, je trouve. Mais exactement. Et puis bien sûr, l'obsidienne, souvent aussi, on va l'associer à la Mésoamérique, c'est-à-dire à l'Amérique centrale, puisque les Olmèques, les Mayas et surtout les Aztèques vont énormément l'utiliser dans leurs artefacts. On a retrouvé beaucoup d'outils, d'armes, de bijoux, de masques et évidemment de grands miroirs aussi en obsidienne. Et chez les Aztèques, elle est indissociable du dieu Tezcatlipoca, le fameux miroir fumant, le maître du destin, le maître de la nuit, de la sorcellerie, de la vérité intérieure. Et donc, on utilisait dans les temples cette pierre à foison pour des miroirs, mais aussi divers objets. Voilà, donc c'est aussi une pierre qui est très emblématique en fait de cette civilisation-là. Et puis à l'Europe médiévale, eh bien, elle va être l'une des pierres favorites des devins, des guérisseurs. Donc là aussi, on va l'utiliser comme un petit miroir noir pour justement capter, percevoir des messages qu'on pensait venir des anges, parfois d'esprits. Et puis c'est déjà aussi une pierre qui est utilisée en protection. Et c'est à la Renaissance aussi qu'on va retrouver notre obsidienne et notre miroir noir avec un objet qui est très connu. Peut-être que tu le connais, Alina, ou les auditeurs. C'est le fameux speculum, le miroir noir de John Dee. Est-ce que ça te parle? Oui, le speculum, bien sûr, oui. Alors, John Dee, c'était le conseiller personnel de la reine Élisabeth Ier. Donc, il est né en 1527. Il est devenu son conseiller personnel en 1558. Et c'était, à l'époque de la Renaissance, ces érudits étaient tout à la fois des cartographes, des mathématiciens, des astrologues. Lui, il était aussi, en plus de tout ça, un alchimiste très réputé, un occultiste qui a été extrêmement connu et prolifique à son époque. Voilà, et donc lui, il a utilisé justement un grand miroir d'obsidienne qui était d'origine aztèque et qu'il aurait rapporté en Europe en 1500, qu'il aurait récupéré et qui lui aurait été apporté. Et aujourd'hui, on peut encore et toujours le voir au British Museum avec plein d'autres objets qui ont servi à la divination et qui ont appartenu à John Dee, qui était quelqu'un qui a eu une réputation assez sulfureuse. Et donc, on dit que des décisions politiques très importantes auraient été influencées par les visions que Dee aurait reçues dans ce miroir. Donc, voilà, c'est vraiment, si vous faites un petit tour à Londres, n'hésitez pas à vous arrêter donc au British Museum.
Et moi, de mon côté, je me suis permise de transmettre une source. Tu sais, comme beaucoup de personnes, en fait, je fais des études dans différentes universités, et notamment en ligne, hein. Bien sûr, je ne veux pas me déplacer jusque dans ces universités, ce serait un petit peu compliqué. Et il y a l'université d'Harvard, en fait, qui a proposé un cours gratuit sur les rituels aztèques, Ah, et génial. notamment sur l'origine des rites de divination, notamment. Donc c'est un cours qui est gratuit, je vais vous donner le lien, les enchanteurs, hein, si jamais Ah, vous c'est voulez top, hein. faire un tour. Et en fait, il nous explique que les Mexicains appellent l'obsidienne la pierre qui parle, en fait. Et Oui, que, à leurs yeux, les miroirs représentaient la sagesse, la connaissance et le pouvoir. Et ils disent un sage et ancien était un grand. En fait, un sage était, en fin de compte, la représentation d'un grand miroir percé des deux côtés. Quand on parlait d'un sage, en fait, on parlait d'un grand miroir percé des deux côtés. Donc c'est marrant de voir aussi cette corrélation entre l'être humain et le miroir, tu vois. oui, complètement. Et c'est vrai que on l'appelle la pierre de vérité pour ce côté vraiment. C'est pour ça que le titre que j'ai mis dans mon plan, c'est Ouais. la pierre de l'ombre qui révèle. C'est vraiment ça. C'est une pierre sombre. Comme l'onyx, la tourmaline, d'ailleurs en ce moment on les confond, mais elle va vraiment apporter de la lumière, elle va apporter de la clarté sur des choses justement cachées qu'on porte en nous, qu'on veut pas voir ou qu'on nous cache. Et c'est la pierre de la vérité. Et donc, oui, mais c'est hyper intéressant, là, le lien que tu partages. Ah bah tiens, j'irai voir. Ouais. Et bon, j'ai donné le lien d'une page en anglais, mais vous pouvez la traduire en français, hein, pour info. Voilà. Eh ben, cool, super. Et puis ben, pour finir sur la petite page d'histoire, après l'époque moderne, ça va être un petit peu la période de l'oubli populaire, même s'il y a encore quelques survivances magique. Et puis, comme je vous le disais, au XXe siècle, elle va de manière surprenante revenir plutôt par le côté scientifique avec la microchirurgie. Et puis, au XXIe siècle, c'est vraiment une des pierres stars du développement personnel, hein, notamment pour tout ce qui est shadow work. Waouh! Voilà, pour tous ceux qui veulent travailler leur peur, leur mémoire, leur blocage. Et puis c'est surtout une très très belle pierre. Enfin, moi, je la trouve vraiment, vraiment très très. Elle est fascinante. Ah oui, Je sais ouais, pas si tu as vraiment. déjà eu l'occasion de la tenir entre tes mains à la lueur des bougies. Ah bah Et, oui, oui, si, ouais, si. et, Ouais. et à t'amuser à regarder un petit peu les reflets qu'elle émet, tu sais. C'est vachement beau. Alors, en plus, si tu mets ta pierre en obsidienne devant toi, avec les bougies sur les côtés, et ton miroir noir en face de toi, et que tu joues, en fin de compte, entre guillemets, à cache-cache avec la lumière, et la pierre obsidienne qui se reflète avec ton miroir noir, il se passe des petites choses. Je vous dis rien, mais c'est très, très beau, je trouve. Mais surtout qu'en plus, la pratique du scrying, donc cette pratique, hein, qui consiste à fixer une surface sombre pour laisser émerger des visions, en fait, on peut la faire avec un miroir noir, comme toi tu le pratiques, mais ça peut être fait aussi avec, par exemple, comment dire, un récipient où on va mettre, par exemple, un récipient sombre où on va mettre de l'eau pour créer cet effet miroir, ou éventuellement même une boule aussi d'obsidienne ou à la flamme d'une bougie, et on va fixer en fait cet objet. Puis à un moment donné, alors c'est le principe aussi de la pareidolie, hein, c'est le cerveau qui va créer du sens dans des formes floues. Mais après, pour ceux effectivement qui ont d'autres croyances, on peut aussi imaginer que c'est autre chose qui nous apparaît. Ah bah totalement. Mm. C'est vrai. Et c'est vrai que bon, moi, je ne l'ai jamais fait avec un miroir noir, hein. J'ai déjà fait avec effectivement, par contre, de l'eau, et puis souvent, en fait, la flamme d'une bougie. Parfois, même sans s'en rendre compte, quand on est dans une forme de méditation, c'est vrai qu'on va flouter, on va dire, quelque part notre regard. Et puis, on a nos ondes cérébrales aussi qui vont ralentir au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça, dans ce côté, comment dire, dans un environnement sombre, il y a des choses qui peuvent se passer, quoi, hein. Donc c'est vraiment, c'est le principe, ouais, tout à fait. Avant que je parle justement du mont Hécla, parce que c'est là où je vous emmène en Islande pour parler de l'obsidienne, est-ce que tu voulais nous témoigner un petit peu plus, Alina, sur justement ta pratique, toi, du miroir? À quelles occasions tu l'utilises? Qu'est-ce qu'elle t'a déjà apporté
comme éclairage ou comme bienfait? Alors, moi, j'ai une manière d'aborder le miroir noir très différente de la plupart des praticiens qui l'utilisent plus dans, va-t-on dire, de manière plus haute magie. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Pour moi, mon miroir noir, c'est comme mon ami, en fait, tu vois. Donc, je lui parle, j'échange beaucoup avec lui. Et souvent, ce que je perçois, c'est dans mes rêves, en fait. Quand je vais utiliser le miroir noir, les réponses vont arriver dans mes rêves. Comme je suis quelqu'un qui rêve énormément, avec plein de symboles dans mes rêves, ça fait que ça m'aide beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de voir des petites choses se refléter à travers le miroir. Mais en réalité, je trouve, à mon sens, que tout se passe dans les rêves, dans les jours qui suivent, en réalité. Et sinon, si je l'utilise, c'est surtout en nouvelle lune. Et donc, du coup, toi, le miroir noir sera plus un activateur quelque part. Ouais, un échange entre lui et moi, quoi. Et du coup, et à la lune, du coup, tu l'utilises à la première lune, dans quel objectif, du coup C'est souvent pour révéler des petites choses que j'ai à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à percevoir, connaître mes vies antérieures, tu vois, lui demander par exemple tout simplement voilà, quelle orientation je pourrais mener dans ma vie personnelle ou même dans ma vie de witchy, hein. C'est souvent dans la vie de witchy d'ailleurs, l'orientation, je sais pas, des recherches que je peux mener pour évoluer dans ce milieu. Je lui parle en fait comme si c'était mon ami, et puis de base je lui présente aussi tous mes outils. C'est ma manière de me connecter aussi à lui. Alors pendant très très longtemps j'ai eu très peur des miroirs, et puis il m'a fallu voilà, du temps, des recherches, des découvertes, parce qu'il est dit aussi que quand on n'est pas bien émotionnellement, se connecter au miroir, c'est pas bon du tout, parce qu'il reflète également notre propre vision de nous-mêmes. Donc si on n'est pas prêt à avoir notre propre vision de nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Donc en fait, j'ai envie de dire, je pense que ça va dépendre de chaque personne. Du dogme qu'on va y mettre dedans, de la croyance qu'on va y mettre dedans aussi. Donc si on arrive en ayant des peurs fortes, comme moi j'avais des peurs, tu sais, pendant longtemps, des esprits, des fantômes, etc., j'ai pu réussir à dépasser mes peurs, mais il faut du temps, hein. Ça se pense à Mais c'est vrai que c'est un objet qui fait peur, oui, effectivement, le miroir, et encore à plus forte raison, le miroir noir, Oui. Alors que, en réalité, en fait, on nous met toutes ces peurs-là quand tu regardes. En réalité, en fait, on travaille avec l'élément eau. Quand on réfléchit au niveau du miroir, c'est associé à l'élément eau. Donc ça voudrait dire qu'en fin de compte, on va avoir peur de voir son reflet dans le mouvement de l'eau, dans les rivières, dans les lacs, dans les puits. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se renseigner au niveau des symbolismes, des archétypes, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et ce que ça émet, ce que ça résonne en nous. Et si on ne fait pas ce travail avant et qu'on rentre les deux pieds dedans, sans se poser les vraies questions ou sans faire des recherches réfléchies, c'est sûr qu'on peut vivre des dingueries parce qu'on a une vision galvaudée de la chose, tu vois. Oui. Et on garde aussi ancré en mémoire toutes ces expériences passées, notamment avec Catherine de Médicis et ce fameux miroir qui lui a annoncé la mort, puis l'arrivée de tous ses enfants au pouvoir, etc. Donc, tu vois, il y a tout ça aussi qui garde en mémoire dans nos cœurs, où justement on a peur de cet objet, quoi. Oui, mais c'est sûr que c'est un objet qui fascine autant qu'il n'inquiète, hein, le miroir, parce que c'est vrai qu'après, même culturellement, hein, il y a tellement de références qui vont dans ce sens-là. Mais en fait, dans ce que tu décris de ta propre pratique, c'est vraiment, vraiment, en fait, ce qui est décrit des qualités en lithothérapie de l'obsidienne. Parce qu'en fait, l'obsidienne, elle va aider à clarifier le mental, elle va aider à prendre du recul, à discerner, à décider. Comme je vous disais, c'est la pierre de la vérité. Donc, elle va mettre en lumière les schémas cachés, les peurs, les blocages inconscients, les illusions aussi qui empêchent d'avancer. Donc, c'est vraiment la pierre qui est idéale pour le travail sur soi et qui va aussi agir au niveau de tout ce qui est libération émotionnelle. Donc, c'est exactement ce que tu soulignais. Elle va aider à reconnecter à certaines mémoires, elle va agir en profondeur et elle va aider en fait à dénouer ce qui va stagner, ce qui a été finalement en fait planqué sous le tapis. Oui. On dit en fait souvent que l'obsidienne c'est un chirurgien intérieur. Elle va couper ce qui n'est plus nécessaire. Donc, tu vois, ce côté introspection, vérité, lucidité, libération, c'est tout à fait en fait ce qu'on décrit des principes en lithothérapie de l'obsidienne. Donc, on est en plein dedans, Alina, on est en plein dedans. Alors, peut-être aussi que ceci explique cela, parce que quand vous créez votre miroir noir,
quand vous le fabriquez vous-même, vous allez y intégrer certaines choses à l'intérieur de sa fabrication. Et moi, il s'est orienté aussi comme ça. Alors peut-être que ceci explique cela, ou que c'est psychologique, ou tu vois. Mais dans tous les cas, moi, j'ai effectivement vu des écrits de certaines personnes qui vivent le miroir noir de façon négative, parce qu'elles ont, sans le savoir ou sans le vouloir, créé un miroir qui était aussi en ce sens. Quand on met certains symboles à l'intérieur, certaines herbes, certaines propriétés, forcément, et qu'on l'active derrière, en fin de compte, le résultat n'est pas le même dans la manière d'aborder le miroir noir, tu vois. Donc ça aussi, il faut faire attention quand vous allez en acheter, que vous posez la question au créateur de ce miroir, qu'est-ce qu'il a utilisé pour le créer, quel sceau, ou quel sigil, ou quelle action magique il a émis en le créant. C'est important de poser toutes ces questions. Alors, parce que forcément, vous allez vous connecter après derrière et c'est possible que vous ne viviez pas forcément les expériences que vous vouliez. C'est pour ça que le mieux, c'est de le créer soi-même. Même si on est débutant, on teste toujours plein de petites choses, on commence par tout petit, puis petit à petit, on commence par plus grand, tu vois. Mais moi, le mieux, c'est de le créer soi-même. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est vraiment en fait de nettoyer, de le nettoyer, de le purifier très régulièrement, parce qu'en fait, l'obsidienne, c'est une pierre qui va absorber beaucoup. C'est tout à fait son principe. Et puis c'est aussi pour ça que ça en fait une pierre de protection énergétique, on va dire de prédilection, parce que en fait, la protection qu'elle apporte, c'est une protection qui est active. C'est pas juste un simple bouclier. En fait, elle absorbe. Elle absorbe pour transformer, pour neutraliser. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment indiquée pour tout ce qui est environnement lourd ou négatif. Par exemple, vous êtes à la maison, en ce moment il y a des tensions, etc. Si vous avez un objet, une sphère, parce que si vous voulez qu'elle rayonne vraiment dans un endroit assez grand et dans tous les sens, mais même si vous avez déjà un galet, ça peut vraiment être intéressant de l'avoir à la maison. Et puis, ou de la porter aussi sur soi. C'est pour ça qu'on dit aussi souvent que pour les gens qui travaillent dans le social, dans des environnements un peu lourds, comme la santé, la psychiatrie, l'éducatif aussi, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, cette pierre, il faut vraiment la nettoyer très, très régulièrement. Si vous la portez tous les jours, c'est une fois par semaine. Et si vous travaillez en méditation ou en pratique ésotérique ou pour un travail justement de shadow work, un travail intérieur, la nettoyer en fait après chaque séance. À l'eau claire, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Surtout pas de sel. Ça peut être la fumigation, ça peut être aussi au son, au bol tibétain. Mais c'est vraiment, vraiment important de la nettoyer, de la purifier très, très, très régulièrement. Ah, la fumigation, pour justement ce que tu... Alors, je ne sais pas si toi, tu le nettoies ou si tu as... Ouais. Après chaque utilisation et avant chaque utilisation. Oui, mais voilà. Ouais. Je pense que c'est une pierre qui mérite ça. Qui nécessite vraiment ça, ouais. Je crois que c'est c'est l'un des matériaux que je bichonne le plus, en fait. Et je remarque aussi, par rapport à mon petit cheminement, que la manière dont tu vas échanger avec tes outils, te comporter avec tes outils, en fin de compte, ça reflète également la manière dont tu te comportes avec toi-même. Donc si tu délaisses tes outils, si tu malmènes tes outils, tu te malmènes toi-même quelque part aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment ce lien fort avec les objets. Oui, moi en ce moment, il y a beaucoup de choses qui prennent la poussière, tu vois, donc ouais, c'est vrai. Donc, c'est que il y a du laisser aller. Les choses sont laissées en plan. Ouais, c'est drôle. Mais c'est tout à fait, tu as complètement raison. En tous les cas, vraiment pour purifier des lieux, pour dissoudre des charges, c'est vraiment une pierre qui est. En tous les cas, moi j'utilise surtout pour tout ce qui est tirage de tarot ou d'oracle. Oui, aussi. Donc je la place en fait à côté de mon tirage pour stabiliser en fait l'énergie et pour rendre ma lecture plus neutre. C'est-à-dire qu'en fait la pierre elle va venir absorber éventuellement l'instabilité même émotionnelle. C'est comme ça que je le vois et je trouve que et d'ailleurs il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent qui ont des pendules en obsidienne. Ah oui, moi j'ai pas ça. Ouais.
Je l'ai pas, je suis pas très pendule. Moi, je pratique pas. J'en ai en fait les pendules parce que j'aime bien l'objet, mais je pratique pas je pratique plus en fait le pendule. Mais c'est vrai qu'on prête aux pendules d'obsidienne des réponses rapides et avec une grande précision. De toute façon, c'est une pierre qui ment pas, qui tranche. Hein. Ouais. Voilà, donc elle est vraiment connue pour ça. Alors très très rapidement, mais vraiment en 1 minute, je vais finir en fait en vous parlant de ce lieu emblématique où je souhaite vous emmener, c'est le mont Hekla en Islande. Alors Hekla, ça veut dire cap ou capuchon en vieux norrois. Et c'est en fait un volcan qui est perpétuellement couvert de nuages, même par beau temps. Et c'est pour ça qu'en fait, les premiers, les premiers arrivants en Islande l'ont appelé comme ça, l'ont appelé Hekla, Hekla. Et en fait, c'est un volcan qui est très dangereux et qui est très imprévisible. Hein. En l'espace de 1200 ans, il a connu une vingtaine d'éruptions très importantes. Et justement, c'est un endroit où on va trouver énormément d'obsidienne, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est une roche qui va se créer à partir de la lave. Et c'est vraiment un endroit, si vous allez voir quelques vidéos ou quelques photos, qui est très énigmatique. D'ailleurs, c'est là où Ridley Scott a tourné son film Prometheus. Et c'était en fait un endroit déjà dans la mythologie islandaise qu'on appelait la porte de l'enfer. Voilà, parce que déjà les chroniqueurs médiévaux pensaient que les grondements et puis les fumées qui s'échappaient de ce volcan, c'était les cris des damnés. Et même les oiseaux qui volaient trop près du sommet n'étaient peut-être pas des oiseaux, mais des âmes errantes. Et c'est un endroit où, notamment lors de la nuit de Walpurgis, les Volvas, donc les prophétesses nordiques, les sorcières nordiques, se retrouvaient, se rassemblaient justement sur ce mont Hekla pour y pratiquer moult rituels et interroger les forces telluriques. Et sans doute aussi, on peut l'imaginer, ramasser de l'obsidienne pour en créer des outils magiques, comme des runes de protection, des amulettes, ou aussi déjà du support justement de scrying pour cet art d'observer des formes et des reflets. Oui, voilà. C'est fascinant, j'adore. On pourrait rester des heures, ma très chère Vera. Oh oui, mais c'est sûr. Hein? Dans tous les cas, voilà, j'espère que voilà, on vous avoir permis d'en savoir un petit peu plus sur l'obsidienne et peut-être l'envie d'en acquérir une pour vos divers travaux. Mais surtout bichonnez-la, hein, aimez-la plus fort que tout, c'est important. Oui, et puis elle est très fragile, donc du coup, oui, effectivement. Bah écoute, on te fait plein de gros bisous, Vera. Un énorme merci. Oui, moi aussi. Et puis un beau dimanche à tous. À très très bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.